Bonjour à tous, nous continuons les enseignements à distance via les PowerPoint visionnables en, en vidéo. Donc nous allons continuer la formation UE 2.2 sur les grandes fonctions anatomiques et physiologiques et on va aborder nous allons aborder un des thèmes parmi les 22, celui du système cardiovasculaire avec la mise en mouvement du sang. L'un des objectifs essentiels du système cardiovasculaire est de pouvoir transporter les éléments nutritifs d'une cellule à une autre, d'un lieu de prélèvement à un lieu d'utilisation, car chacune des cellules du corps humain s'est spécialisée dans une fonction précise et les cellules ne sont plus capables de faire l'intégralité des fonctions physiologiques. Donc il y a nécessité de transporter les produits de l'activité physiologique et les substrats de l'activité physiologique. C'est donc l'activité du système cardiovasculaire qui va permettre le déplacement du sang et du fluide sanguin. Donc dans un premier temps, on va traiter de l'anatomie du cœur et de déterminer où se positionne le cœur. Donc le cœur est un muscle, un ensemble musculaire qui est situé dans la cage thoracique, que l'on va pouvoir voir dans les images suivantes d'un point de vue position. Il est ventral et il est assez central, légèrement incliné sur la gauche. Il se dispose à l'intérieur d'une zone qu'on appelle le médiastin et il est recouvert ventralement par les poumons et il se loge dans la cavité thoracique parce qu'il est situé au-dessus du diaphragme. Le cœur est en position ventrale. On voit donc sur l'image là qu'il vient se mettre juste en dessous des côtes avec quelque peu de masse pulmonaire qui vient se positionner en avant. Il est légèrement décalé sur la gauche chez la majorité des humains. Le cœur est entouré par différentes couches et différentes enveloppes que l'on va détailler dans les images suivantes. La structure de cet ensemble d'enveloppes est appelée le péricarde. Donc c'est une structure composée de fibres à plusieurs couches. On va trouver dans un premier temps les structures du péricarde qui sont appelées de type péricarde séreux. Le péricarde séreux, il est composé de deux feuillets. Un feuillet pariétal, qui est le feuillet qui est dit recouvrant. C'est celui qui, quand on est sur l'extérieur, c'est le péricarde qui est fibreux et qui se retrouve visible depuis l'extérieur. Ensuite, on a une couche euh, qui, ne, qui est une cavité qui ne contient que des liquides et qui permet le glissement de l'ensemble du cœur à l'intérieur du péricarde pariétal que l'on vient de décrire. Donc cette couche, elle permet la fluidité et la mobilité facile et permanente du cœur à l'intérieur de la poche du péricarde. Le cœur est entouré, lui, en contact avec ce qu'on appelle le feuillet viscéral ou qu'on appelle encore épicarde. Ce feuillet est en contact direct avec les masses musculaires du cœur et cet épicarde bouge lorsque le cœur est en mouvement. C'est le feuillet le plus jaune qui est en contact avec la couche musculaire rouge sur l'image. On a un péricarde fibreux noir qui est tout autour et qui fait une sorte de sac protecteur et qui permet de fixer le cœur à l'intérieur de la cavité cardiaque pour éviter qu'il ne se suspende aux aortes et aux veines et qui se retrouve attaché aux structures périphériques de la cavité thoracique. On retrouve les différentes couches. Donc si on regarde l'épicarde, c'est la couche blanche qui est située entre la ligne noire et la zone rouge. Ensuite, le myocarde, c'est la zone avec tous les petits pointillés rouges qui constituent la masse musculaire du cœur et toute son épaisseur. Et ensuite, on trouve à l'intérieur l'endocarde
l'endocarde qui est la ligne rouge en contact avec le sang qui est à l'intérieur de la poche cardiaque. Les différentes parois du cœur, donc on vient de les décrire. Le myocarde, lui, c'est une structure musculaire très très puissante et plus ou moins épaisse en fonction des zones du cœur qui sont concernées. Les structures des fibres musculaires présentes à l'intérieur du cœur forment des faisceaux qui sont entrelacés, qui sont composés de muscles striés, mais ce n'est pas du muscle strié squelettique parce qu'il n'a pas la même fonctionnalité, il n'a pas la même physiologie que le muscle strié squelettique, c'est-à-dire le muscle strié qui compose les restes des organes musculaires de notre corps. On parle donc d'un muscle strié cardiaque. Ce muscle, il est anastomosé, c'est-à-dire qu'il est composé de plein de petites fibres musculaires, donc des cellules musculaires, qui sont connectées les unes aux autres. C'est pour ça que l'on parle du terme de anastomosé, on le reverra dans une autre image. La transmission des influx nerveux vont être permises grâce à cette structure anastomosée. Il est résistant à l'étirement pour éviter que le cœur ne puisse prendre une forme trop importante et trop abondante. Les parois qui l'entourent limitent l'élargissement et l'allongement du cœur et qu'il maintienne sa forme et ainsi maintiennent une pression dans le sang qui est maintenue tout au long de la continuité du faisceau de circulation du cœur. Le cœur est très richement vascularisé, les muscles sont très irrigués par des capillaires qui permettent la circulation du sang. Donc l'ensemble du cœur et de la masse musculaire myocardique est composé d'un ensemble de fibres qui sont en anastomose, c'est-à-dire que, comme on peut le voir sur l'image, toutes les cellules sont connectées à d'autres cellules directement par des parois musculaires, des parois cellulaires imbriquées. Et ces parois cellulaires permettent des échanges de dépolarisation biochimiques qui permettent de déclencher un transfert des charges électriques tout le long du tissu nodal que constitue le tissu cardiaque. Donc ça veut dire que toute la masse musculaire va fonctionner en même temps, au même moment, puisque les influx électriques vont pouvoir circuler très rapidement d'une cellule à l'autre. La paroi interne du cœur, c'est l'endocarde. C'est une tunique interne qui est blanche, qui est brillante et qui est assez glissante. Elle a peu de frottement, ce qui permet d'éviter de retenir du cœur et de former des caillots de sang lors de la circulation du sang. C'est une couche qui se nourrit directement à partir du sang présent à son contact à l'intérieur du cœur. On voit que l'image en bas d'une opération à cœur ouvert, on voit l'intérieur du cœur qui est recouvert de cette paroi blanche qui glisse au contact de la circulation et au contact du sang. Le cœur est un organe creux qui permet de mobiliser le sang. Donc, le cœur se positionne entre les deux poumons, on l'a déjà dit. Il est relié avec différentes vaisseaux sanguins qui partent sur sa partie supérieure et dans la partie basse du cœur, on voit un cul-de-sac qui empêche la sortie du sang vers le bas. Donc, le cœur présente en superficie des structures que l'on peut reconnaître. On voit la pointe musculaire cardiaque qui est située sur le bas, on voit sur l'image ici en bas, et qui nous indique que le cœur est bien une poche en cul-de-sac qui va exercer des contractions et qui va faire remonter le sang vers le haut du cœur dans sa position normale. À la surface du cœur, on peut trouver des petits bourrelets qui sont ridés, qui montrent des rides et des replis, qui montrent la capacité du cœur à s'étendre et à se replier au gré de la quantité de sang qui entre à l'intérieur du cœur en fonction de la demande et de la circulation sanguine. On trouve des sillons présents et visibles en surface du cœur, le sillon interventriculaire que l'on va détailler tout à l'heure dans la description du cœur, qui correspond à la séparation entre les deux parties du cœur. On trouve des sillons
auriculo-ventriculaire qui sépare la masse grisâtre que l'on voit à gauche, qui est une oreillette, du ventricule, qui est la masse rouge avec plein de vaisseaux sanguins. D'ailleurs, un cœur possède de nombreux vaisseaux sanguins de type coronaire qui circulent à la surface du cœur pour alimenter ce muscle qui fonctionne tous les jours en continu et jamais ne s'arrête, donc du coup qui doit être vascularisé en continu. Il peut y avoir des dépôts de graisse en fonction de l'état de santé de l'individu et de l'état alimentaire du patient, avec des dépôts de graisse qui peuvent légèrement endommager l'activité cardiaque et les capacités de contractibilité du cœur. Le cœur est relié à toute une série de tuyauteries qui sortent et qui entrent à l'intérieur du cœur. On trouve deux veines caves, une veine cave supérieure et une veine cave inférieure qui arrivent sur la partie droite du cœur. Notez bien que les deux veines caves sont situées à gauche sur le document, mais toutes les représentations que l'on va voir par la suite dépendent de la position du cœur à l'intérieur de notre corps. On trouve ensuite des veines pulmonaires qui s'insèrent au niveau de la partie gauche du cœur et qui sont au nombre de 4, qui permettent de rapporter du sang vers le cœur. Ensuite, deux grosses tuyauteries, deux gros vaisseaux sanguins qui émergent du cœur en partie supérieure, l'artère pulmonaire, représentée en bleu sur le document ici, et ensuite l'artère aorte, représentée en rouge ici, et qui sort de la partie gauche du cœur. Le cœur se forme très tôt au cours de la vie de l'embryon. Le cœur est déjà fabriqué à la date du 50e jour. Il a sa forme finale et est déjà opérationnel et c'est un organe qui se forme par une déformation, un bouclage, une formation de boucle à partir des tissus de type mésoderme présents à l'intérieur de l'embryon dans les premiers stades de la vie de l'individu. La structure du cœur est composée de deux parties bien distinctes. On distingue le cœur gauche et le cœur droite, les deux compartiments étant séparés par le septum interventriculaire. Le septum interventriculaire est représenté par la grosse ligne musculaire présente entre les deux parties du cœur. Et le sang ne sera jamais mélangé entre les deux parties du cœur que l'on voit au niveau du septum interventriculaire. Alors, comment reconnaître le cœur droit et le cœur gauche? Eh bien, il faut considérer que le cœur se positionne à l'intérieur de notre corps. Et donc, quand on prend la position du cœur, eh bien, on a la partie droite qui est présente à l'intérieur de notre corps et qui se situe au niveau de notre bras droit, de notre poumon droit. Donc, la partie droite du cœur se positionne sur la partie située du côté de notre bras droit. Si jamais on prend ce cœur et qu'on le pose sur la table, eh bien, il va s'avérer que la partie droite qui est à droite dans notre corps va se retrouver dessinée à gauche lorsque l'on regarde le cœur sur notre observation directe face à nous. Donc c'est pour ça que, attention de ne pas inverser la position des oreillettes et ventricules droite et gauche. Donc ici, il est normal de voir oreillette droite et ventricule droit situés à gauche du schéma. D'accord? Alors, l'oreillette droite et le ventricule droit sont en connexion l'un avec l'autre sur la partie droite de notre cœur, à droite à l'intérieur de notre corps. Le ventricule gauche et l'oreillette gauche sont eux aussi à l'intérieur de notre corps et ces deux compartiments ne se mélangent jamais. On n'a pas de mélange des liquides des deux compartiments. On retrouve les mêmes structures sur le cœur qui est représenté à droite. Alors, on va préciser les différents territoires. On a bien sur la partie droite le sang qui arrive via la veine cave supérieure ou la veine cave inférieure.
Le sang entre ensuite dans l'oreillette droite et va entrer ensuite dans le ventricule droit avant de remonter dans l'artère pulmonaire. Donc, sur la partie gauche, on a l'oreillette gauche qui reçoit le sang des veines pulmonaires. Oreillette gauche qu'on appelle aussi atrium gauche. Le sang va ensuite entrer dans le ventricule gauche qui va ensuite remonter dans la crosse aortique. De l'autre côté, on va trouver l'oreillette droite et le ventricule droit qui sont séparés, oreillette et ventricule, par des valvules qui sont appelées valvules auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire entre l'oreillette ou le ventricule, mais afin d'apporter plus de précision et plus de connaissance, la valvule qui est située entre l'oreillette droite et le ventricule droit s'appelle la valvule tricuspide. Le sang va ensuite sortir du ventricule droit pour remonter via l'oreillette, vers les poumons, via l'artère pulmonaire. On trouve alors une autre type de valvules, les valvules dites sigmoïdes pulmonaires. Ces valvules sigmoïdes pulmonaires, eh bien, elles sont situées à la sortie du ventricule droit. Du côté gauche, on trouve les valvules sigmoïdes aortiques qui limitent la partie du ventricule gauche de l'artère aorte et qui vont bloquer le sang au niveau des valvules entre le ventricule gauche et l'artère aorte. Entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, on trouve une valvule auriculo-ventriculaire qu'on appelle les valvules mitrales. Ces valvules sont des structures fibreuses qui sont capables de bloquer la circulation du sang et de se rejoindre afin de limiter l'ouverture au niveau du conduit que constitue une artère. On va trouver les valvules sigmoïdes. Les valvules sigmoïdes sont celles qui sont entre les ventricules et les artères, qui sont composées de 3 petits renflements fibreux qui s'ouvrent et qui se ferment à la demande. Elles sont au nombre de 3, le segment antérieur, le segment septal et le segment postérieur. On va trouver au niveau interne du cœur des valvules auriculo-ventriculaires qui forment des segments. Ces segments sont au nombre de 2 au niveau des valvules internes. On trouve les valvules antérieures et les valvules postérieures. Ces valvules sont appelées valvules tricuspides ou valvules mitrales. Elles sont suffisamment performantes pour empêcher le passage du sang dans un sens et permettre la circulation du sang dans un autre sens. Du coup, le sang circule dans un sens unique à l'intérieur de notre corps. Le sang avancera et se déplacera uniquement dans un seul sens directionnel à l'intérieur de notre circulation sanguine grâce à ces valvules qui limitent le passage d'un côté et permettent le passage de l'autre côté. Ces valvules donc permettent la sortie vers le haut du sang et empêchent la redescente du sang vers le bas. Les valvules sont présentes à l'intérieur du corps. On donne des noms à chacune de ces valvules, on les appelle des cuspides. On a la cuspide septale, appelée grande valve, et la cuspide latérale, petite valve, qui sont soutenues à l'intérieur du corps par ce que l'on appelle l'appareil sous-valvulaire, qui est composé de piliers fibreux riches en collagène, ou appelé encore cordage. Les valvules s'ouvrent et se ferment au gré de l'activité cardiaque et sont responsables du bruit du cœur lorsque l'on écoute le cœur, l'ensemble des ouvertures et fermetures qui limitent le passage au niveau de la commissure, c'est-à-dire c'est l'ouverture, la commissure des valvules, et ce bruit du cœur est formé par les ouvertures et fermetures des valvules. On constate sur ces images que le
cœur montrent bien des mouvements au niveau des valvules et qui permettent la circulation du sang dans un seul sens. Le cœur est couvert par des coronaires qui sont des vaisseaux sanguins présents à la surface du cœur qui vont alimenter le cœur en sang. On a un système de coronaires qui est propre au cœur avec une artère coronaire gauche et une artère coronaire droite. Au niveau, ces artères coronaires prennent leurs insertions au niveau de l'artère aorte et vont se jeter, après être passées à l'état de capillaire, dans les veines qui sont aussi des veines coronaires. Le sinus de Valsalva est un vaisseau qui est détaché du tronc aortique et qui est le point de départ avant sa division dans les deux artères coronaires. C'est un système qui est de courte amplitude, qui sort directement du sang de l'artère et qui se jette directement au niveau des veines caves. Et donc du coup, c'est du sang qui est très frais, très régulièrement présent à l'intérieur du cœur et qui a un système parallèle très indépendant et qui permet d'alimenter le cœur en continu en sang très richement oxygéné. Les sinus coronaires récupèrent le sang des artères coronaires. On va trouver plusieurs veines qui drainent le sang récupéré à l'intérieur du muscle cardiaque. La grande veine cardiaque, la petite veine cardiaque et quelques petites veines accessoires. L'ensemble de ces veines coronaires se regroupe dans un sinus coronaire qui va rejoindre la veine cave inférieure et retourner ainsi dans la circulation sanguine, une fois que le sang aura été utilisé par le cœur. On peut trouver au niveau de ces artères coronaires des anomalies de fonctionnement qu'on appelle des coronaropathies et qui entraînent des arrêts d'apport au niveau du sang, arrêt d'apport de sang au cœur et qui ainsi entraînent des souffrances cardiaques et ainsi des risques importants dans le fonctionnement du cœur, donc dans la survie de l'individu. Donc lorsque ces artères coronaires subissent des rétrécissements et des amoindrissements au niveau du diamètre, eh bien on va avoir alors des nécessités de réaliser des pontages coronariens, c'est-à-dire que l'on va dévier le sang d'un tuyau et l'envoyer dans un tuyau parallèle pour rejoindre la suite de la conduction sanguine dans le reste du corps. On peut aussi élargir les vaisseaux sanguins qui sont bouchés grâce à des systèmes de stent qui sont des petits grillages que l'on introduit à l'intérieur des artères coronaires qu'un ballonnet va dilater pour étendre et maintenir élargie la structure grillagée qui est déposée à l'intérieur de l'artère et qui va ainsi permettre la circulation au niveau de cette zone et territoire qui était trop rétréci et qui empêchait la circulation cardiaque et l'oxygénation normale du cœur dans le territoire. On peut avoir aussi des anomalies liées à des dépôts de matière un peu graisseuse de type athérosclérose à l'intérieur des vaisseaux sanguins de type artériel et qui entraînent des troubles cardiaques importants par manque d'apport de sang. On peut avoir des manques d'activité cardiaque normale avec une souffrance cellulaire par manque d'oxygénation et ces douleurs-là sont appelées des systèmes d'Angor et qui entraînent des douleurs au niveau du muscle cardiaque. L'infarctus est une rupture qui peut s'exercer au niveau sanguin et qui est une rupture d'approvisionnement d'un territoire du cœur et qui entraîne un dysfonctionnement du cœur et ainsi un arrêt de l'activité cardiaque et ainsi un arrêt de la capacité de circulation du sang dans l'organisme et potentiellement la mort de l'individu si les conditions de rétablissement de l'activité du cœur ne sont pas assurées. On peut avoir aussi des troubles au niveau du cœur, au niveau de la paroi qui est présente autour du cœur, qu'on appelle
le péricarde et qui peut subir des développements de bactéries, de micro-organismes et qui constitue ce qu'on appelle des péricardites, des épanchements liés à des inflammations importantes au niveau de la paroi du cœur des individus.